Mesdames et messieurs, je suis ravi d'ouvrir ce Philanthropy Lunch avec masque parce que les consignes sont malheureusement rigoureuses. Et je voulais vous dire au nom du Centre en philanthropie que nous avons choisi aujourd'hui ce sujet pour différentes raisons. Une de celles-ci, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer Charles-Henri Rochat il y a environ 40 ans, à l'époque de ses premières expériences sur le terrain, je crois au Pakistan, puis en Afghanistan. Et je dois dire que j'étais très admiratif déjà alors par ce qu'il faisait. Combien d'entre nous consacraient leur temps sur le terrain, dans des conditions difficiles, à cet âge. J'ai suivi un peu son parcours, qui est devenu non seulement un engagement de terrain, mais un modèle, et je dirais même un concept. J'ai suivi aussi cette ligne très cohérente et constante qui le mène à nous aujourd'hui, après des décennies d'expérience sur le terrain, et qui le mène aujourd'hui à avoir une équipe autour de lui qui perpétue cela, le modélise, et c'est ce qui nous a amené à penser que c'était peut-être le moment, l'occasion de vous présenter ce qui a été développé autour de cette expérience de terrain. En quelque sorte, contrairement à ce que nous faisons souvent, c'est-à-dire une présentation, une réflexion top-down. Ici, le choix est une expérience bottom-up, c'est-à-dire on part du terrain pour vous montrer le modèle que c'est devenu, modèle reproductible, d'où d'ailleurs le titre de cet événement. Et nous avons la chance, pour modérer cet événement, d'avoir le vice-recteur de l'université, le professeur Geisbühler, que je remercie d'avoir bien voulu accepter. Le professeur Geisbühler est aussi une personne remarquable, un scientifique important qui a publié plus de presque 200 articles scientifiques importants, grand spécialiste de la cybersanté, la télémédecine, qu'il décline dans toutes sortes de fonctions pour l'université, pour l'OMS, pour l'UNESCO, et qui est notamment le responsable d'un réseau important de télémédecine qui implique des centaines de médecins de par le monde, notamment dans une vingtaine de pays en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Je le remercie et je lui confie la modération de cet événement. Merci Antoine. Cher professeur Peter, merci pour cette aimable invitation à modérer évidemment un sujet qui me tient très à cœur, un sujet qui ne m'est pas étranger puisque ça fait une bonne décennie en tout cas que nous en parlons avec le professeur Charles-Henri Rochat, également des contacts avec la Fondation Genevoise pour la recherche et l'enseignement médical, la GFMR, et puis la docteure Anne-Caroline Bensky, qui travaille dans des domaines qui sont connexes et qui valorisent les outils du numérique, les approches sur le terrain, les enjeux de pérennisation, les enjeux de passage à l'échelle, qui sont toutes des problématiques qui sont extrêmement importantes pour notre communauté, qu'on soit clinicien, qu'on soit chercheur, qu'on soit scientifique en général. Et c'est évidemment des enjeux importants pour l'université, qui est très heureuse de vous accueillir pour ce Philanthropy Lunch. Le service à la cité, le lien avec la Genève internationale sont des priorités stratégiques, des missions de l'université, et puis la possibilité de valoriser les compétences de chacun et chacune le sont également, et c'est une très belle opportunité aujourd'hui. Mais je ne vais pas prendre trop la parole, j'aimerais la céder tout d'abord au docteur Charles-Henri Rochat, qui est un chirurgien urologue aux multiples vies. Et on a entendu en tout cas quelques-uns de ces terrains de travail, de contribution. Il est fondateur de Fistula Group et il a été reconnu pour toutes ses activités depuis des décennies en tant qu'alumnus 2020 de l'Université de Genève. Docteur Rochat, vous avez 15 minutes pour présenter. Oui, je vais être le méchant aujourd'hui, c'est moi qui vais m'assurer que personne ne dépasse trop son temps de parole. Mais ça va être passionnant, donc on se réjouit. Vous avez donc la parole. Je vous remercie. J'ai été autorisé à enlever mon masque, alors je le fais avec plaisir, évidemment. Et je vous salue. Je salue également ceux qui nous suivent en ligne.
Vous voyez que le titre, c'est l'histoire humanitaire de la première opération au modèle de Tanguieta. En fait, c'est une histoire, en effet, que je vais vous raconter. C'est une histoire qui touche les femmes, donc la santé maternelle. C'est une histoire qui touche à des aspects techniques de la médecine. Mais avant tout, c'est une histoire humaine. Une histoire humaine, et en ce qui me concerne, j'ai toujours été animé et guidé par le désir de soigner. Et je trouvais que l'engagement humanitaire était une façon de vivre une médecine globale, sans du tout renier la médecine académique, bien au contraire. Mais j'aimais cet engagement sur le terrain. Et en effet, assez tôt, à l'âge de 30 ans, je menais une équipe chirurgicale au Pakistan. Et pendant 9 ans, j'ai fait différentes missions dans différents pays, toujours dans le cadre du soin aux blessés de guerre. J'avais quand même envie d'une action plus pérenne, plus durable et plus basée sur l'enseignement et la formation. Et par hasard, on m'a demandé d'aller enseigner les opérations de prostate à un médecin religieux en Afrique. J'en dis pas plus, je vous laisse regarder la vidéo. Oh. Merci, mesdames. Voilà, nous sommes le matin, le 16 avril 2019 à Tanguieta. Une équipe de nouveaux stagiaires tout à fait comptable. La notion de rendre service et de faire du bien aux patients est absolument claire et établie, en dehors de toute contrainte financière. Et voilà, retour au bloc opératoire, où l'équipe de Jim est en train de faire une réimplantation. Je vais visiter Jean de Dieu. Avec concession, partielle. Ok, c'est comme... Ah bon. Le premier cas s'est bien passé? Oui, très bien. Lors d'une mission de prise en charge de la fistule obstétricale au bloc opératoire de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta. Il était en compagnie du directeur médical de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta, le frère Florent Jean-Baptista Prioli, et du docteur Renaud Aholm. La chance de rencontrer le docteur Jean-Marie Rochat quand j'étais à la recherche de quelqu'un qui puisse m'apprendre à faire la résection endoscopique de la prostate. 2h30, j'ai appris d'un côté, d'autre côté, je lui ai transmis la triste histoire des femmes qui souffrent de la fistule vésicale. Et on a fini l'opération presque en pleurant les deux. Et à la fin, il m'a dit, voilà les instruments pour la résection de la prostate. Désormais, je ne viendrai plus que pour ça. On peut dire le module de la prise en charge de la fistule obstétricale grâce à lui et à tous ceux qui petit à petit il a formé. Aujourd'hui, il y a des professeurs universitaires qui ont été formés à Tanguieta par lui. Et un des derniers recrues, c'est le docteur Renaud Aholm. Dans la prise en charge des fistules obstétricales, un grand merci au docteur Charles Rochat et à toute son équipe, à toutes les personnes à travers le monde qui se mobilisent pour sauver la vie dans cette partie du monde où nous sommes et particulièrement s'investissent pour la cause de la femme. Merci. Vous avez entendu un nom bizarre, hein, la fistule, c'est presque ridicule. C'est un sujet assez lourd en fait, parce que ce sont des femmes qui, au moment de l'accouchement, auraient dû avoir une césarienne, et puis par manque de connaissances, par manque d'argent, par manque de moyens de transport, par manque de maternité,
eh bien, elles sont restées à accoucher. On dit en Afrique qu'une femme en travail ne doit pas voir 2 fois de suite le jour se lever. Eh bien, ces femmes, elles ont vu le jour se lever des fois au-delà de 3 jours, et beaucoup sont morts en accouchant. On dit que les chanceuses sont mortes, et les survivantes, elles ont un calvaire épouvantable, parce qu'elles ont été détruites, elles ont perdu l'enfant. Et puis, parce que l'enfant est resté coincé, et a entraîné des dégâts considérables des tissus de la vessie, du vagin et du rectum, et ces pauvres femmes se retrouvent dans des situations effroyables. Alors, quand j'ai découvert ceci, évidemment, c'était très nouveau pour moi. C'est pas enseigné dans nos universités parce que c'est vraiment des situations, des pathologies des pays extrêmement pauvres. Quand j'ai découvert ça, je me suis intéressé. D'abord, l'histoire de ces femmes m'a pris aux tripes. Et puis, sur le plan technique, c'était aussi quelque chose. Je pensais en avoir vu beaucoup en ayant opéré un millier de blessés de guerre. Mais là, l'histoire de ces femmes détruites, dévastées, c'était trop. Alors, je me suis consacré à essayer de comprendre. Et puis, on a fait une première campagne en 1996. À l'époque, on en faisait une par année. Et puis, il s'agissait de les opérer. Et je me suis dit, du moment qu'on recense des femmes, il faut profiter pour transmettre, d'abord pour apprendre avec mes collègues, et puis essayer de faire en échange une transmission de compétences, sous forme d'un compagnonnage. On a fait ça des années. Et puis, tout d'un coup, un ami, en 2001, m'a proposé de l'argent. Il m'a dit, je vais t'aider pour ton programme. Cet ami est toujours fidèle. J'espère qu'il nous écoute. Eh bien, je me suis dit, avec cet argent, on va faire un film. On va sensibiliser. Et ce que nous avons fait, on a produit un film qui s'appelle Noélie, qui est l'histoire de ces jeunes femmes avec un accouchement terrible à l'âge de 17 ans, qui s'est retrouvée vraiment dans une situation extrêmement compliquée, qu'on a opéré plusieurs fois. Et ce film a été un magnifique vecteur de sensibilisation. Et je me suis retrouvé en 2002, au moment où la Fondation genevoise pour la formation et la recherche médicale se crée. Je me suis retrouvé avec un film, un modèle déjà en gestation, et je suis rentré dans le conseil de fondation. Et ce qui était fantastique, vous le verrez, c'est que les contacts de la Fondation avec l'OMS, avec le Fonds des Nations Unies, étaient très établis. Ça m'a donné un levier formidable, et il y a eu un concours de circonstances, il y a eu plusieurs concours qui se sont succédés, et il se trouve qu'en 2003, tant l'OMS que le Fonds des Nations Unies ont décidé de lancer une campagne mondiale pour l'éradication de la fistule. Et moi, j'ai été acteur, parce que le lancement s'est fait à Genève. Donc, c'était très bien, ça m'a donné un levier exceptionnel. Ensuite, on a cherché de l'argent, et la ville de Genève a su nous répondre favorablement pendant des années. On cherchait de l'argent, surtout pour rembourser les hôpitaux dans lesquels on travaillait. Parce que nous, on apportait des patientes sans le sou, elles restaient souvent hospitalisées longtemps, donc on représentait un fardeau pour ces hôpitaux, et il s'agissait de rembourser, de payer les hospitalisations pour que ces femmes n'aient aucune barrière financière. Ça fait partie du modèle. Donc vous voyez, le modèle, dès le départ, c'était la formation. C'est-à-dire, du moment qu'il y a un certain nombre de patientes qui sont réunies pour une pathologie, pour une maladie spécifique, c'est l'occasion de faire de la formation et vraiment du transfert de compétences. Bien sûr qu'un point très important, c'est de trouver les patientes, de les faire sortir de l'anonymat, sortir de la brousse, et de les accompagner, et de les préparer, et de les suivre. Le modèle est assez unique parce que toutes nos femmes sont suivies par 2 ONG, Essor et Sentinelle, tous les 3 mois pendant une année. Alors évidemment, si on les suit, il faut recueillir les informations. Donc nous avons créé en 2005 une base de données online. Et là, c'est intéressant de voir l'apport d'Internet pour la médecine humanitaire. C'est ça qui nous a permis de travailler en réseau, de suivre les patientes et de progresser. C'était extraordinaire. Moi, à l'époque, je n'étais pas tellement pour ce genre de technologie, mais elle était magnifique. L'autre problème, c'est qu'on organisait des missions, on opérait des malades, et puis on n'était pas chez nous. Donc, cette forme d'ingérence me dérangeait. Je me suis rapproché de l'université de Cotonou. Et je me suis fait nommer professeur associé en 2006.
Et après, toujours via les contacts de la Fondation Genevoise, j'ai eu un poste à New York, à Albert Einstein, et il y a 11 médecins qui sont venus avec nous faire des missions de participer aux ateliers chirurgicaux. Et de fil en aiguille, vous voyez, il s'est trouvé que j'ai pu faire partie de groupes de recherche très intéressants. Le principal, c'est la FIGO, Fédération internationale des gynécologues obstétriciens, qui m'a intégré dans son comité fistule, et nous avons produit un très beau module de formation. Localement, au Bénin, c'était aussi important, pas seulement d'être intégré à la faculté, c'était important d'avoir des connexions avec les bureaux régionaux, locaux, des grandes institutions, donc le bureau de Cotonou de l'OMS, de l'UNFPA, et puis également de la DDC, Bénin, Cotonou, qui nous a soutenus une année. C'est important d'avoir aussi un financement du pays. Il y a eu une rencontre très importante avec Madame Claudine Talon, qui est l'épouse du président actuel, qui est en 2e mandat, et qui a une fondation qui s'est intéressée à ce qu'on faisait. Elle s'est intéressée à ces fistules et au devenir des femmes. Et ça a été la dernière pierre probablement à l'édifice, c'était de développer une formation pour ces jeunes femmes qui avaient été mises à côté du chemin puisque leur histoire médicale était arrivée lorsqu'elles étaient très jeunes. Donc elle a créé un atelier de formation où elle apprenait tantôt la couture, la fabrication du savon, enfin l'artisanat, activité génératrice de revenus. Et elle a fait ça à côté de notre hôtel pour recueillir les femmes. Donc cette collaboration avec la Fondation Talon a été très importante et évidemment elle perdure. En ce qui concerne la prévention, aujourd'hui, la césarienne est gratuite dans le pays, et ça, c'est un très bon élément de prévention de la fistule. Donc, le modèle que nous avons développé tourne, bien sûr, autour de la patiente, pour la soigner, pour la suivre et pour l'accompagner, jusqu'à ce qu'elle puisse se réintégrer. Même si elle doit faire des études, c'est la finalité. C'est pas seulement de leur donner une petite activité, c'est de leur permettre de rentrer dans la vie normale. Ça, c'est vraiment très important. Et ce modèle, on le décline surtout avec le Cameroun, par le biais du professeur Pierre-Marie Thébeux, qui est un ancien de Genève. Hein, il a fait 2 ans ici, dans le cadre du protocole d'accord qu'il y avait entre Genève et Yaoundé. Et Pierre-Marie est quelqu'un qui est très important pour nous. Il est maintenant directeur également du CIESPAC, qui est le centre inter-État de santé publique d'Afrique centrale, qui réunit 6 pays. Donc tous ceux que vous voyez là, il y en a 4, tous, à part ceux de Madagascar, ils sont tous venus à la Tangueta et ils ont tous fait partie de notre relève, y compris bien sûr le docteur Haoulou que vous avez vu sur la vidéo, qui est maintenant médecin-chef de l'hôpital. Alors, vous allez dire, mais c'est magnifique, c'est un modèle qui est complet, qui tourne maintenant avec des collègues africains. Seulement, voilà, le monde change. Et nous, on a pris la pandémie en pleine figure. L'an dernier, il n'y a plus de missions. Les aéroports étaient fermés. Les taxi-brousses ne circulaient pas. Les malades avaient peur d'attraper même le Covid à l'hôpital. Donc, il y a eu une perte financière dont l'hôpital s'est pas remis. Et puis là-dessus, il y a le terrorisme. Imaginez que la semaine dernière, dans la nuit de mercredi à jeudi, le campement militaire à Tangueta, enfin juste à côté, à Porga, a été attaqué de nuit par les djihadistes. Il y a eu 2 militaires tués, 6 blessés sont arrivés à l'hôpital. La mission qui devait avoir lieu du 5 au 14 décembre à Tangueta, avec mes collègues africains, a été annulée et les patients sont rapatriés sur Cotonou. Donc vous voyez à quoi on doit faire face. On a des défis maintenant qui sont sécuritaires, il faut protéger nos équipes. On aimerait d'un autre côté soigner de plus en plus de malades. On aimerait améliorer la formation des médecins, pas seulement pour la chirurgie des fistules, mais également pour améliorer leur qualité opératoire, leurs conditions cadres, parce qu'on a aussi des fistules qui sont dues à des erreurs médicales, c'est-à-dire lors d'une ablation d'utérus ou d'une césarienne, tout d'un coup une fistule se développe.
Donc vous voyez, on a des défis qui sont importants. On aimerait aussi prendre les prolapsus, on le fait. On finance 30 opérations de prolapsus par année à Tangueta. C'est des femmes, des fois jeunes, qui ont la matrice qui sort parce que les tissus sont relâchés après plusieurs accouchements. Donc c'est un modèle qui tourne bien, dont on est heureux, mais qui pose quand même des problèmes à différents niveaux. Et c'est pour ça que c'est un problème qui doit être reproductible, parce qu'il y a des zones où il est plus facile de développer un programme aujourd'hui, et il y a des zones dont on a dû se retirer, comme le Mali par exemple, comme le Guinée-Conakry, comme la Côte d'Ivoire en 2004 quand on a lancé des missions. Enfin voilà, je m'arrête là en disant que c'est une chance énorme d'avoir pu bénéficier de l'aide d'une fondation qui était un levier académique exceptionnel. C'est une chance d'avoir des amis, des donateurs, des institutions qui nous aident et qui nous font confiance. Et puis c'est une chance de pouvoir participer à ce Philanthropy Lunch. Et je remercie beaucoup mon ami le professeur Henri Peter. Merci, Dr Rocha, pour ce tour d'horizon rapide mais complet et surtout inspirant de ce projet magnifique. On est bien conscient des enjeux actuels et de pérennisation dans une situation extrêmement instable. Ce qui est magnifique, c'est le fait que vous encriez ce projet dans la formation des professionnels, mais aussi dans l'insertion, la réinsertion sociale des bénéficiaires. Et voilà, un projet totalement inspirant. Et pour continuer finalement sur les enjeux de ce projet et les possibilités de l'étendre, je vais passer maintenant la parole à la docteure Anne-Caroline Bensky, qui est chef de clinique au service d'obstétrique du département de la femme, enfant, adolescent des hôpitaux universitaires de Genève, qui est également chef de clinique scientifique à l'université de Genève et depuis peu coordinatrice technique pour les projets de gynécologie et obstétrique au CICR. De nombreuses casquettes, mais aussi cette passion de développer ces projets sur le terrain et de les étendre. Et on se réjouit de vous entendre pendant les 10 prochaines minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de présenter un petit peu nos activités par rapport à la fistule obstétricale aujourd'hui. Je vais peut-être juste vous demander le... Merci beaucoup. C'est difficile de continuer et reprendre la parole après Dr Charles-Henri Rocha, mais de mon côté, peut-être, ce que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est plutôt le côté académique de ces activités que j'ai pris en cours de route, bien sûr, et d'où le titre de ma présentation, qui est l'évaluation et l'efficacité de la stratégie multidisciplinaire intégrée pour la prise en charge de la fistule obstétricale à partir du modèle Tangueta, qu'a présenté le docteur Charles Rocha jusqu'à présent. Je trouvais important peut-être juste de reparcourir le pourquoi j'ai eu accès à ce magnifique projet. C'était un peu par hasard où j'étais en 4e année de médecine et puis j'ai eu l'opportunité de passer une journée à l'Organisation mondiale de la santé et de suivre une personne qui travaillait dans le département de santé reproductive et j'ai vu un dépliant fistule obstétricale. J'avais jamais entendu ce nom. À l'université, on n'en avait jamais entendu parler. Et puis j'ai commencé à lire en attendant que la personne sorte du meeting et je me suis dit mais en fait je comprends rien, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de cette pathologie et j'ai commencé à m'y intéresser. Et à partir de là, à la fin de la journée, la personne m'a dit si tu es intéressé à la fistule obstétricale, il faut absolument contacter le docteur Charles-Henri Rocha. Et c'est là où quelques mois plus tard, je m'embarquais pour Tangueta au Bénin, où j'ai passé un mois à découvrir en 4e, 5e année de médecine de quoi il s'agissait. Et j'ai découvert en fait une pathologie qui n'était pas seulement vraiment un problème anatomique, mais vraiment toute une condition de la femme dont vraiment on n'entend pas du tout parler ou pas assez, absolument. Et là, je me suis rendu compte de tout son travail sur les années précédentes qui avait permis de mettre en place une prise en charge qui était non seulement chirurgicale quand il y avait les campagnes, mais depuis le recrutement, qui était un problème, parce que ces femmes, elles sont généralement cachées,
elles ne viennent pas à l'hôpital pour dire j'ai un problème, j'ai besoin d'être soignée, jusqu'à la réinsertion sociale, du moment où elles sont isolées. Elles sont souvent plus mariées, elles ont un mauvais sort parce que 90% des fois, le bébé décède lors de cet accouchement. Et du coup, une fois que la fistule est réparée, même si la chirurgie fonctionne, elles sont complètement, on va dire, aliénées de leur communauté. Et c'est tout un travail vraiment de réinsertion sociale, psychologique, et on verra peut-être par rapport à leur féminité et sexualité qui est très important. Donc, en rentrant, après les premiers mois, je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que finalement, ces femmes, elles ont vraiment une amélioration de la qualité de vie une fois qu'on les soigne, une fois qu'on les suit? Et jusque-là, il n'y avait pas eu beaucoup d'études qui regardaient un petit peu l'impact et l'évaluation de ce modèle. Donc, on s'est lancé sur une étude rétrospective d'une cohorte de 136 patients, donc ça paraît pas énorme, mais en fait 136 patients suivis sur une année, recrutés dans village par village, communauté par communauté, c'était un énorme travail. Et puis c'était aussi grâce à cette base de données qui avait été mise en place, qui nous a permis un petit peu d'analyser ce matériel et le suivi des femmes depuis le moment où on arrivait à les convaincre, entre guillemets, qu'elles avaient besoin d'une chirurgie, jusqu'à 12 mois plus tard, environ, parce que voilà, c'est jamais 12 mois pile poil, où on estimait qu'elles étaient à présent prêtes à repartir dans leur communauté et puis retrouver une vie normale. On verra que le après-fistule, c'est rarement une vie complètement normale, et du point de vue de la fertilité, du point de vue de la féminité et du point de vue de la sexualité. Donc ça, c'était juste pour vous donner une idée. Vous pouvez voir que la moyenne de poids de ces femmes, c'est 48 kg pour 156 cm, donc elles sont petites. Souvent, elles ont, vous voyez, l'âge à laquelle elles commencent à développer la fistule, ça partait de 12 ans à 32 ans. Moi, quand j'étais là-bas, j'ai vraiment vu une majorité de filles adolescentes qui avaient la fistule depuis pas longtemps. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que l'âge au moment de la réparation, c'est 34 ans environ, 34,2. Donc entre 21 ans et 34 ans, ça veut dire que ces femmes, souvent, elles attendent 10 ans. Alors maintenant, on essaie de diminuer ce nombre d'années avant d'être opérées. Et ça veut dire que pendant 10 ans, elles vivent d'une façon très compliquée. Et puis en plus que leur tissu, au moment de la réparation, devient plus friable, plus sclérosé, et plus compliqué à réparer, et donc compromet aussi l'efficacité de la chirurgie. Au niveau de la caractéristique de ces femmes aussi, on voit qu'au niveau du statut marital, la plupart étaient mariées avant d'avoir la fistule. Et beaucoup d'entre elles, en fait, divorcent ou se séparent ou sont refusées par leur mari au moment où elles développent la fistule, à cause aussi de ce mauvais sort. Le graphique en bas à droite sur l'éducation, c'est surtout pour un petit peu expliquer le fait que cette tranche de la population, c'est vraiment la partie des femmes les plus défavorisées, peut-être qui existe sur la Terre aujourd'hui, et donc où 90% n'ont pas un niveau d'éducation, donc analphabètes ou non alphabétisés. Et puis 60%, comme vous voyez à gauche en bas, sont des femmes qui ont des mutilations génitales. Alors le lien entre les mutilations génitales et la fistule est assez démontré aujourd'hui, même au niveau scientifique. Mais voilà, c'est important de savoir que dans ces communautés, au Bénin et Burkina Faso en particulier, on a 60% qui ont en tout cas une mutilation de type 1, quelques-unes de type 3, c'est un peu moins fréquent, et puis de type 2 également. Donc c'est quand même encore une problématique très présente. Comme disait le docteur Charles-Henri Rochat, on voit que la moyenne de durée de travail d'accouchement de ces femmes est entre 3 et 5 jours. Donc, quand il disait c'est plus qu'une fois qu'on voit le coucher de soleil, là on est largement au-dessus. Donc ça veut dire que ces femmes, elles peuvent commencer leur travail d'accouchement à la maison, à domicile, comme on voit, ou dans un centre, dans un dispensaire, mais elles n'accouchent pas avant 3 à 5 jours de travail. Donc il y a vraiment une problématique sur la prise en charge au niveau obstétrical également, dans la prévention de la fistule. Et on voit aussi qu'au niveau de l'endroit où elles ont accouché, c'est à peu près réparti entre la maison, les centres dispensaires et les hôpitaux. Au niveau de la réparation, on a
sur le suivi post-opératoire 1 mois, 4 à 6 mois et 6 à 12 mois, on voit que la réparation est stable. Ça peut paraître banal, mais c'est très important. Ça veut dire que la fistule ne se réouvre pas, la cicatrice ne se réouvre pas et elle reste fermée dans le 76% des cas. Donc, les conclusions de cette première étude étaient que la plupart des femmes ont une fistule qui est effectivement réparée et qui reste réparée au fil du temps. Dans le 73%, elles ont plus d'incontinence de stress, parce que souvent, une fois que la fistule est réparée et fermée, elles ont quand même une incontinence qui reste à cause de leur tissu. Et puis, la plupart, après, récupèrent une régularité dans leurs règles, dans leur menstruation, et recommencent à avoir des rapports sexuels. Donc, tous des indicateurs qui sont et physiques et psychosociaux. On a ensuite publié plus récemment une autre étude sur les facteurs pronostiques chirurgicaux et les outcomes à long terme, où on avait à peu près la même population. Les objectifs sont similaires, à part d'essayer de voir aussi quels étaient les facteurs pronostiques pour une réussite de la fermeture de la fistule, et toujours le même suivi à 1 mois, 4 à 6 mois et 12 mois après la fistule, à la réparation. Et là, on voit sur cette forme de graphique que, encore une fois, la réparation et la fermeture restent stables au fil des mois. Au niveau de l'incontinence de stress, on a à peu près un 20% qui restent incontinents et qui ont vraiment besoin d'une physiothérapie. Les règles qui reviennent dans la majorité des cas. Et puis, on voit les grossesses, c'est encore un autre discours par rapport à leur fertilité. Donc, les résultats de cette étude nous ont fait dire que dans la plupart des cas, effectivement, on arrive à réparer avec ce suivi vraiment pluridisciplinaire où on met dans la course ces ONG qui suivent les femmes vraiment de façon incroyable. On a des facteurs associés à la réussite de la fermeture qui sont les tissus sclérosés, comme on voyait la durée depuis laquelle on n'arrive pas à récupérer ces femmes et les complications péri-opératoires. On a aussi fait cette étude par rapport à leur qualité de vie, où on voit que quand même la prise en charge de ce modèle complet améliore leur qualité de vie après la chirurgie. Donc le message pour moi encore aujourd'hui, c'était que la fistule, ça reste une des blessures les plus dévastatrices qui est liée à l'accouchement. On en avait dans nos pays jusqu'à il y a une centaine d'années. On les a plus à cause de l'obstétrique qui s'est développée et a évolué. Le modèle multidisciplinaire est fondamental, je pense, pour affronter cette problématique. Il manque certains volets peut-être à rajouter, mais c'est déjà extrêmement complet, avec un succès, je pense, qui est vraiment important à diffuser dans les autres expériences de la fistule. Et encore les défis où on a quand même une difficulté à suivre ces femmes qui quelquefois quand même disparaissent, on ne sait pas ce qui leur arrive. Pouvoir exporter ce modèle, parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à faire un modèle aussi complet, et une mise à l'échelle pour essayer de faire en sorte que ce modèle puisse avoir un impact sur les politiques de santé dans les pays où il y a encore cette problématique. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Bensky, pour cet exposé. J'aimerais relever l'importance, et pas uniquement parce qu'on est à l'université, mais l'importance d'évaluer, d'étudier, de documenter, de telle sorte que ces résultats chiffrés nous permettent de prendre des meilleures décisions, de guider les politiques de santé. Sans ce travail d'évaluation, on reste dans les bonnes intentions. Et si vraiment on veut pouvoir pérenniser et pouvoir faire durer ces programmes, leur permettre de monter à l'échelle, de trouver des pistes d'amélioration aussi. On se doit d'avoir ces activités d'évaluation. Je vous remercie de les avoir présentées. Pour terminer ce tour d'horizon qui est rapide, parce qu'ensuite il y aura une phase de questions et de discussions, j'ai le plaisir de présenter le professeur Giuseppe Benagiano, qui est le président de la GFMER, donc de cette fondation genevoise pour la recherche et l'enseignement médical. Il est ancien professeur de gynécologie et obstétrique dans les universités de Genève et de Rome, l'université La Sapienza. Il est ancien directeur du programme spécial de recherche sur la reproduction humaine des Nations Unies et ancien directeur général de l'Institut national italien de la santé. J'espère ne rien avoir oublié, professeur Benagiano, et nous nous réjouissons de vous entendre. Merci beaucoup. Vous savez, quand on est vieux, on est ancien de pas mal de choses. Et pour moi, ce qui est important est de continuer à travailler au lieu d'être ancien.
seulement ancien, je suis ancien en tout cas. Et en 2002, j'étais à Rome, à l'Institut national de la santé, et Aldo Campana, qui était directeur du département de gynécologie et obstétrique, m'a demandé de joindre cette nouvelle fondation qu'il allait créer. Et j'ai accepté pour plusieurs raisons. Genève était ma deuxième hometown. Et surtout parce que on avait travaillé avec Aldo quand moi j'étais à l'OMS sur plusieurs courses en présence à l'OMS. Et alors la partie qui m'intéressait le plus, c'était la formation. Et c'est de ça que je voudrais vous parler. Et voilà, qu'est-ce que c'est que cette fondation, une organisation à but non lucratif. Et ce qui est très important pour moi, elle travaille en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé depuis toujours. Et la fondation était un centre collaborateur jusqu'à ce que l'OMS a changé le jeu, quoi. Et elle n'a plus accepté des centres collaborateurs qui étaient une fondation. Il fallait être un hôpital, un centre médical. Bon, en tout cas, mais on a continué à travailler et on a construit un partenariat, pas seulement avec l'OMS, mais par exemple avec l'université de Oxford. Quelqu'un qui travaillait avec moi à l'OMS, lui aussi, au lieu de devenir retraité, il est allé à Oxford et il travaillait dans un domaine de néonatologie, de choses qui nous intéressaient pour des courses avec Oxford. Et alors, je crois que la Fondation aujourd'hui joue le rôle de centre de ressources en termes de formation et de recherche. Très vite, la mission est de promouvoir et développer des programmes d'éducation et de recherche, en même temps recherche en santé, par l'organisation de plusieurs cours à distance maintenant, avant c'était en présence, en collaboration avec plusieurs entités. Faciliter la diffusion de l'information médicale sur Internet. Moi, je suis totalement analphabète. Je devrais faire un cours ici à Genève sur ce type de modèle que je ne connais pas. Je suis trop vieux pour ça, probablement. Et voilà la troisième mission, conduire des projets dans les pays en voie de développement pour améliorer la santé des femmes. Et moi, j'avais visité, quand je travaillais à l'OMS dans les années 90, le premier hôpital pour les fistulés. Pour moi, en tant que gynécologue, les fistulés, c'était simplement pour les femmes qui avaient un cancer. Et j'ai découvert qu'il y avait des millions de jeunes filles. À Addis Abeba, le premier hôpital que j'ai connu, quand je suis rentré dans la... Il me semblait une sorority ward. Les femmes avaient, je croyais, 15 ans, 17 ans, 18 ans. Ça a été un choc. Je croyais tout connaître et je ne connaissais rien de cette affaire qui, à ce moment-là, touchait des millions
de jeunes filles et leur vie était complètement détruite. Je pourrais vous parler une demi-heure de ce que j'ai vu la première fois il y a 30 ans. Bon, le temps passe. Alors, au cours des 20 années de son existence, la Fondation s'est spécialisée en tant que formation dans l'organisation de cours dans le domaine de la santé des femmes. Moi, j'ai participé à tous les cours qui étaient en présence et il y avait entre 30 et 50 participants de nombreux pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Et depuis 2010, les cours de formation à distance ont été organisés. C'est pas la nouvelle vague, c'est quelque chose qui a aidé beaucoup dans le domaine de la formation. Et on a organisé des cours en collaboration avec l'OMS, avec je vous ai dit, le Oxford Maternal and Perinatal Health Institute et avec le service de gynéco des hôpitaux universitaires de Genève et récemment un cours de santé publique sur des soins d'urgence qui est aussi très important. Je ne vais pas perdre du temps sur, mais pour vous montrer qu'on a fait pas mal de cours dans plusieurs domaines et les gens qui participent ou ont participé viennent un peu de tous les pays du monde. Alors, on a aussi des cours en collaboration avec le Howard School of Public Health et on essaye de couvrir les différents domaines dans la santé de la reproduction. J'espère qu'on vous allez voir ici pour 2022 déjà prévu des courses et vous pouvez voir dans au moins 3 langues, ce qui est aussi important parce que nous avons l'habitude de parler en anglais à tout le monde, mais il y a pas mal de gens qui ne parlent pas, qui ne comprennent pas, et alors il est fondamental de leur donner des courses dans leur langue. Et nous avons là au moins une trentaine de représentants dans divers pays pour nous aider à trouver les gens qui puissent avoir un bénéfice de nos courses et de nos activités. Et alors, pour conclure, je vais employer les mots de Hiroshi Nakajima, qui était le directeur général quand je travaillais à l'OMS, et qui avait lancé un message à la conférence de Pékin de 85 sur les femmes, et il avait dit « Nous ne demandons pas des privilèges pour les femmes. Tout ce que nous disons, c'est que des soins équitables ne peuvent pas signifier de soins identiques, en particulier lorsque les différences physiologiques appellent manifestement à créer des services de santé spécialisés. » Et voilà, c'est ce que nous essayons de faire, par exemple, avec le projet Fistule dont vous a parlé aujourd'hui. Merci. Merci, professeur Benaggiano, pour cette illustration des capacités, notamment de formation et de recherche. Je crois qu'on a vraiment eu un beau panorama entre la découverte d'un problème, la conception d'un programme, de conception d'une méthode, son implémentation à Tanguieta et dans d'autres hôpitaux, tous les enjeux de la formation sur le terrain, les enjeux de la recherche, puis les enjeux de la formation plus large. Donc je suis sûr que ça va susciter un certain nombre de questions et de commentaires et je vais dans quelques minutes ouvrir la discussion à la salle mais aussi en ligne pour ceux qui nous suivent en ligne.
Mais avant cela, je vais me permettre, puisque j'ai ce privilège de poser quelques questions, et j'aimerais peut-être commencer avec vous, docteur Bensky. Vous avez mentionné dans votre exposé des enjeux plus larges qui pourraient être pris en charge dans le contexte de cette prise en charge très intégrée et sur le long terme de ces femmes avec des fistules. Et vous mentionniez en particulier des enjeux liés à la féminité, à la santé sexuelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Merci pour cette question, en effet, qui est très d'actualité, en fait, puisque au début des prises en charge, quand on regarde historiquement tout ce qu'on a au niveau de recherche, même d'action terrain par rapport à la fistule, c'était très centré sur la chirurgie, ce qui est sans doute indispensable. Mais comme on disait, c'est pas suffisant. Donc la mise en place d'un suivi avec la physiothérapie, d'un suivi psychosocial sont nécessaires. Mais le fait d'avoir eu ou d'avoir souffert d'une fistule après la réparation engendre quand même des enjeux très importants au niveau de la sexualité de ces femmes. Et c'est une problématique, si on regarde même dans la littérature, ce qui est fait actuellement, qui débute tout doucement maintenant, alors que je pense que c'est une des problématiques plus importantes à prendre en charge quand on s'occupe de ces femmes, parce qu'il y a non seulement une modification au niveau des organes génitaux de ces femmes avant, pendant et après la réparation de la fistule, mais même au niveau des fonctionnalités sexuelles. Sans parler donc c'est quelque chose qui va avec, et à mon avis qui peut être comparé à des femmes qui ont subi des violences sexuelles. Certes, on n'est pas dans le même domaine, mais les enjeux, je pense, qu'ils sont comparables. Et toutes ces femmes qui ont quand même des séquelles après la réparation de la fistule souhaiteraient souvent être accompagnées par rapport à ces problématiques qui sont souvent tabous dans leur communauté. Voilà. Merci pour ce complément. Docteur Rocha, vous l'avez mentionné en passant, de l'importance des outils numériques, notamment pour constituer des bases de données. Vous avez aussi mentionné votre scepticisme initial. Moi, je suis un convaincu. Alors, évidemment, cette question m'intéresse parce que je pense qu'il y a également d'autres perspectives d'utilisation de ces outils que nous permettent le numérique et l'Internet pour renforcer le programme que vous avez monté. Je n'ai pas été sceptique très longtemps. Non, on a essayé de développer, par exemple, sur le terrain, le lecteur optique pour qu'on puisse récolter des informations, qu'on puisse déverser dans un serveur central, tout en laissant un document papier dans le dossier du patient. Ça n'avait pas très bien marché. Ensuite, on a essayé de transférer notre fameuse base de données en ligne sur des tablettes pour que le recueil des résultats et du suivi soit fait sur le terrain. Donc on s'est toujours intéressé à l'apport des nouvelles technologies dans notre programme. Mais aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, c'est qu'on puisse avoir une meilleure communication au niveau de la salle d'opération et l'accès des documents. Régulièrement, je reçois des photos faites avec un smartphone d'une radio ou une photo d'un patient, d'une tumeur, d'une blessure. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut faire mieux. Et ça m'intéresserait de tester en avril prochain, quand j'irai sur place, un système vraiment de téléprésence, de mettre sur pied à l'hôpital des caméras, des webcams avec un module qui permet d'être en connexion sécurisée avec un autre hôpital. L'idée, c'est que non seulement on puisse donner des conseils depuis ici et là-bas, mais d'un autre côté, qu'on puisse recevoir aussi un enseignement de ce qui se fait sur le terrain si on organise des conférences ici. Donc, il y a aujourd'hui des systèmes. Il y en a un que je vais bientôt donc expérimenter. Ça, il ne faut pas lire la diapositive en détail. C'est juste pour dire qu'il y a des produits qui arrivent sur le marché récemment et qui permettent d'avoir une connexion, une téléprésence de qualité entre des hôpitaux très loin situés et des hôpitaux ici. Et
probablement que la 5G pourra contribuer à la qualité de la liaison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, des perspectives prometteuses qui permettent de déplacer de l'expertise sans forcément devoir déplacer les personnes, ce qui est parfois assez compliqué. Un autre enjeu, évidemment, c'est la pérennisation et le passage à l'échelle de ces projets. On décrit depuis maintenant une dizaine d'années une nouvelle maladie qui s'appelle la pilotite, la maladie des projets pilotes. C'est-à-dire le fait qu'on déploie une bonne idée à un endroit, ça fonctionne en général tant que la personne qui l'a conçue est là, tant que les bailleurs sont encore en mesure de financer. Mais la question de la pérennité, du passage à l'échelle est un enjeu majeur. Vous y avez fait allusion dans votre exposé. Est-ce que vous avez un certain nombre de pistes à suggérer pour renforcer la durabilité du projet et son déploiement? La principale piste, c'est d'identifier assez rapidement les futurs formateurs. Donc, quand on organise des workshops, voir ceux qui sont le plus motivés et ne pas les lâcher, leur montrer qu'ils peuvent progresser, qu'ils vont être accompagnés, et puis malheureusement, c'est toujours pareil, qui seront financés. Tous ceux que je vous ai montrés là au niveau de la relève sont tous des collègues qui ont bénéficié d'un soutien financier, d'une bourse de spécialisation, d'argent pour conduire des ateliers chirurgicaux. Donc je crois que la piste, c'est ça, c'est de leur donner l'autonomie, tout en sachant qu'ils n'auront pas l'autonomie financière, parce que ces pays ne sont pas intéressés. Vous savez, la fistule, c'est l'indicateur de la défaillance d'un système de santé. Or que la fistule, elle continue d'arriver partout, et chaque année, et par centaines de milliers. Donc je crois qu'il ne faut pas imaginer qu'on arrivera à rendre les gouvernements suffisamment responsables pour qu'il n'y ait plus de fistules, que les fistules soient opérées gratuitement, que les médecins soient rémunérés en conséquence de ce qu'ils investissent, parce que c'est une chirurgie très exigeante. Donc je pense on peut donner tout à fait l'autonomie. Moi, mes équipes, elles sont autonomes. Mais il faut quand même être derrière pour assurer la logistique. Merci. Peut-être, professeur Benaggiano, est-ce que vous avez, dans votre expérience, dans de nombreuses situations, des recommandations par rapport à la pérennisation d'un tel programme? Écoutez, il faut que je commence par dire que je me sens analphabète dans ce domaine et que, si vous voulez, j'ai dû remercier le Covid qui m'a forcé. J'ai passé 4 mois seul dans la maison. Ma femme était à Rome et on ne pouvait pas. Et alors, j'étais obligé de découvrir les différentes situations et possibilités. Alors, maintenant, je me sens vraiment presque forcé de voir ce qui se passe. Et la raison pour laquelle je trouve tout ça fondamental est que on ne peut plus se permettre ce qu'on appelait de safari interventions. C'est-à-dire, on avait de l'argent, on allait dans un pays, on faisait un grand travail et on partait. Et les gens, 6 mois après, étaient pires qu'avant parce qu'elles savaient qu'il y avait des moyens de les aider et les moyens n'étaient plus là. Alors, pour moi, tout ce qui est aide après, pour les femmes, après la fistule, leur vie sexuelle qui avait été complètement bouleversée, un guide pour tout le monde, mais aussi de suivre les médecins qui ont fait des courses, qui ont appris pas mal de choses et qui doivent les mettre en place dans leurs hôpitaux, dans leurs villages, quelquefois, petites villes, centres médicaux. Et je vois
la télémédecine comme la clé de tout ça. Alors, est-ce que je peux me considérer converti contre moi, dans le sens qu'à mon âge, j'ai plus envie d'apprendre. Mais il faut le faire pour tout le monde si on veut être encore, pas seulement responsable, mais faire quelque chose qui est utile. Merci pour ces encouragements. Merci aussi pour cette image du safari. Et je crois qu'elle s'applique alors absolument pas au projet qui a débuté en 1996, ou alors ça fait vraiment un très 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 long safari. Et je crois qu'effectivement la persévérance et la capacité de construire sur la durée en profondeur, c'est quelque chose que vous nous avez largement démontré avec ce projet à Tanguieta. Je pense que peut-être, et ce sera ma dernière question pour la Dr Bensky, un des enjeux, je l'ai déjà mentionné, c'est l'importance de l'évaluation, de la démonstration de l'impact, aussi dans une logique économique, même si on vous a bien entendu, c'est pas des domaines pour lesquels les financements peuvent être générés au niveau local. Il faut continuer à en trouver par ailleurs, mais ce sera probablement d'autant plus facile qu'on peut démontrer ces impacts à moyen terme sur la santé et sur la réinsertion de ces femmes. Dr Bensky. Merci beaucoup pour cette question. En effet, ça partait des premières questions que je m'étais posées une fois que j'avais vu ce modèle aussi complet. Et c'est là où je pense que ce que disait le professeur Medanjano fait tout son sens, le fait que quand on a débuté peut-être il y a 15 ans, en tout cas moi j'ai débuté dans les actions humanitaires, j'avais l'impression que voilà, on faisait un projet, on avait un financement et puis on allait faire l'action terrain et on repartait. Et aujourd'hui, ça suffit plus. Ça suffit plus, mais on se rend compte que c'était même plus assez utile pour aider les populations et les femmes dans cette situation. Et du coup, c'est là où la complémentarité entre l'universitaire, le scientifique, le vouloir avoir des résultats concrets pour donner une validité aux actions qu'on fait au niveau du terrain, c'est exactement, je pense, ce qui s'est passé avec le modèle Tanguieta. Et je pense qu'une fois que le problème avait été identifié, j'avais même préparé, donc voilà, c'est juste une image qui fait qu'à mon avis, ça ferme un peu le puzzle ou le cercle, le fait de mettre en évidence le problème. On a compris que c'est une problématique prioritaire. On met en place une action, on met en place le projet, l'implémentation, on utilise des intervenants au niveau multidisciplinaire pour être complet. Mais à ce moment-là, et envers la partie où l'académique peut aider, on essaye de faire un design d'études, et ce n'est pas une récolte de données pour faire une récolte de données, mais c'est une récolte de données pour essayer de comprendre là où on peut s'améliorer, et d'un autre côté, donner une validité, une crédibilité à ce qu'on fait sur le terrain. Et à ce moment-là, avec la diffusion de ces résultats, on peut imaginer de mettre à l'échelle et, dans un deuxième temps, d'avoir un impact au niveau des politiques de santé. Et je pense que ce cercle, à ce moment-là, se termine. Merci. Merci beaucoup. Voilà, j'aimerais d'abord dire aux participants qui sont en ligne, et ils sont nombreux, que vous avez la possibilité de poser des questions. Il y a une petite icône qui s'inscrit en bas de votre session Zoom qui est Q et R pour questions et réponses. N'hésitez pas à poser des questions et je les relayerai en votre nom aux différents intervenants. Mais nous avons aussi la possibilité pour celles et ceux qui sont dans la salle et qui souhaiteraient poser des questions de le faire maintenant. Et je pense que nous avons un micro qui pourra être mis à votre disposition. Le cas échéant, oui, je le vois que c'est possible. Donc levez simplement la main pour pouvoir poser des questions ou faire des commentaires au sujet de ce projet et de ces différentes déclinaisons. Professeur Geisbühler, si vous permettez, je m'arroge le droit de vous en poser une à vous, parce que vous êtes quand même, je l'ai dit tout à l'heure, mais un des grands connaisseurs et précurseurs de la télémédecine, et dans le fond de cette réflexion sur la manière de rendre ces initiatives scalable, c'est-à-dire créer un levier d'échelle grâce à ces nouvelles techniques. Alors vous, comme observateur de ce que vous avez entendu
qu'aujourd'hui, comme je ne l'ai pas dit, mais personne à tête d'une équipe de recherche qui s'intéresse aux enjeux d'implémentation et d'évaluation de l'impact des outils de santé numérique. Et vous m'avez parlé un jour de ce que vous faites notamment au Népal, avec un hôpital dont la dimension est considérable et qui utilise ces techniques, pas seulement au Népal, en Afrique aussi, en Amérique latine. Quel est votre regard? Quel potentiel? Que peut-on faire pour faire mieux, plus efficacement? Quels sont les besoins encore à assouvir? Alors, bon, je ne suis pas là pour donner des leçons, mais plutôt pour apprendre de projets emblématiques comme le projet de Tanguieta. Ce que je retiens, c'est que c'est des projets qui sont ancrés dans un besoin clairement identifié, clairement exprimé. C'est des projets qui investissent sur le très long terme et en profondeur, contrairement au saupoudrage, à la safari à laquelle le professeur Benaggiano faisait allusion. Notre expérience, c'est la même. C'est si on veut vraiment faire une différence, hein, c'est 10-15 ans d'investissement dans la formation en particulier. Et ça, alors, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. On a eu la chance, après plus de 10 ans d'efforts, de former le premier professeur d'informatique médicale et donc de télémédecine, etc., d'Afrique francophone, qui est maintenant un professeur titulaire, qui est le grade le plus élevé dans la hiérarchie académique franco-africaine, on va dire, et qui donc forme ses propres équipes, ses propres disciples, développe ses propres projets de recherche et évolue, est capable de générer aussi un certain nombre de moyens pour la recherche de manière autonome. Et ça, c'est des investissements auxquels il faut croire, il faut trouver les bonnes personnes, vous le disiez, Dr Rocha. Il faut ensuite investir de manière ciblée, persistante, confiante, sur la durée. Et c'est, je pense, ça qui aide à monter des projets qui ensuite peuvent s'étendre. Bien sûr, c'est assez facile si on a des financements initiaux de saupoudrer et de créer un grand réseau. Si on veut que ce réseau dure, c'est vraiment à travers les personnes qu'on aura formées sur place. On a notre premier professeur au Mali, on a le deuxième maintenant en fin de formation qui est déjà nommé à l'université de Yaoundé. Et c'est pour moi un modèle qui est un bon modèle. Ensuite, la diffusion des connaissances, mais aussi le soutien opérationnel par les outils de télémédecine et de téléexpertise, c'est quelque chose qui marche fort bien. On a actuellement des milliers de consultations entre le nord du Mali et le sud du Mali dans le cadre d'un réseau national de télédermatologie. C'est des patients et c'est des médecins qui ne peuvent plus voyager à cause des conditions sécuritaires. On a eu la même situation avec le Népal, vous le mentionniez, pendant la crise sanitaire, où plus de 10 000 consultations ont pu être faites entre l'hôpital universitaire de Dharan et les hôpitaux périphériques dans les montagnes du Népal, sans devoir déplacer les patients pour qui c'était un problème logistique important. Donc oui, je crois que ces outils sont des accélérateurs de l'aide au développement, mais il faut les prendre aussi avec cette même rigueur que montrait la Dr Bensky, à partir du principe que parce que ça marche, c'est quelque chose qui va être une solution pérenne. Les ministres de la Santé vont devoir décider si on investit plutôt dans la vaccination, plutôt dans la télémédecine. Il faut avoir des bons arguments pour leur dire c'est plutôt la télémédecine. Et ça, c'est notre travail académique en particulier, mais en relation avec les organisations internationales, les ONG, les différents projets, de monter des outils. C'est pas facile d'évaluer l'impact de ces outils-là. Et donc, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir monter ce Geneva Hub for Global Digital Health, avec l'aide de la coopération suisse, qui a reconnu cette importance de l'évaluation, de la démonstration d'impact. Et donc, je pense que c'est un des éléments nécessaires pour pouvoir monter en puissance et pouvoir construire sur la durée. Merci. Donc, on a un effet d'échelle non seulement technique, mais aussi, disons, humain et de formation. Et c'est ce que vous êtes en train de déployer à Genève. Et on pourrait presque parler d'un modèle de Genève, pas faire de publicité, et pas seulement celui-là. Mais on part de cet exemple pour montrer ce qu'on peut faire. Et tout ça se déploie dans la durée. Moi, il y a un autre aspect qui m'a franchement intéressé, c'est cette dimension pluridisciplinaire. C'est une des convictions du Centre en philanthropie, c'est que les vrais enjeux requièrent des compétences pluridisciplinaires ou transdisciplinaires
pour pouvoir être vraiment efficace. Alors j'aimerais demander à Dr Bensky de revenir un petit peu là-dessus, et puis aussi au Dr Rocha, parce qu'il a ce côté humaniste, je crois, il faut quand même le souligner, qui manque parfois des scientifiques qui ont des compétences formidables, mais moins humaines. Et comment est-ce que vous voyez l'importance fondamentale de cette double compétence et sensibilité dans ce que vous faites? Alors, merci pour cette question. Moi, je trouve que ce qui est magique dans ce modèle en particulier, c'est vraiment un peu les relations de confiance qui se sont créées sur les différents intervenants à différents niveaux de la prise en charge au fil des années. Et le fait que l'importance de cette multidisciplinarité soit un des points et des piliers de ce modèle me paraît indispensable, comparé peut-être à d'autres projets qui sont plus verticaux au niveau de l'activité, donc peut-être plus puissants au niveau d'une activité, mais qui ne sont pas complets au niveau de la prise en charge multidisciplinaire. Et quand je parle de prise en charge, c'est pas seulement la prise en charge terrain avec les ONG. Donc il y a des ONG qui travaillent d'une certaine façon. Il y en a 2 sur le terrain qui sont extrêmement importantes et efficaces. Il y a la partie chirurgicale, il y a la partie formation, il y a la partie scientifique, on va dire, il y a la partie fondation. Et je pense que tous ces intervenants qui travaillent dans une relation de confiance sont au cœur, en fait, d'une réussite et d'un potentiel même pour faire un scale-up et une pérennisation. Et sans ces relations de confiance et cette importance de multidisciplinarité, je pense qu'on ne pourra pas avancer. Dans un monde idéal, j'aimerais que la faculté de médecine incite les jeunes à vivre l'expérience humanitaire. Parce que je pense que c'est indispensable d'ouvrir les yeux sur le vrai monde, sur les vraies souffrances, sur des maladies d'ailleurs très intéressantes qui n'existent pas ici, mais qui sont des maladies qu'on devrait connaître. Malheureusement, ce monde idéal, il n'existe plus, ou il existe peu, à cause justement de l'insécurité. Comment emmener des jeunes, comment inciter des jeunes à aller sur le terrain quand on voit les risques liés aux enlèvements, aux épidémies, même au transport. Donc ça, c'est un petit peu une déconvenue. C'est d'avoir eu en tête dans mon modèle aussi d'intégrer des jeunes étudiants d'ici et de les inciter à découvrir l'action humanitaire. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc on se retrouve dans une médecine aujourd'hui qui est très scientifique, alors que sur le terrain, on a une médecine plus pragmatique, avec des enjeux différents. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas fondre ces 2 aspects de la médecine qui restent un métier extraordinaire. Et moi, je dis toujours, la médecine ne devrait pas être un métier, mais une façon de vivre. Si je peux me permettre de donner un éclairage peut-être un tout petit peu moins pessimiste sur l'implication des étudiants, je crois que la plus grosse frustration de nos étudiants de 3e année durant la crise sanitaire a été de ne pas pouvoir partir à l'étranger dans le cadre des stages d'immersion communautaire, qui était un stage qui était initialement pensé sur la médecine communautaire à Genève et dont maintenant plus de 90% des étudiants en profitent pour justement être exposés à la réalité de pays en développement. Et c'est probablement une des plus belles expériences qu'ils peuvent avoir en 3e année. Et après, bien sûr, il y a ceux qui font la mention santé globale, puisque c'est une possibilité qu'on donne dans notre cursus à la faculté de médecine, quelque chose d'assez unique d'ailleurs en Suisse, et qui permet de manière structurée depuis la 2e jusqu'à la 6e année d'avoir un certain nombre d'activités qui préparent aux enjeux de la médecine tropicale, mais bien sûr aussi avec des stages sur le terrain. Alors bien sûr, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais c'est une mention, je crois, qui est choisie par en tout cas 20 à 25% de nos étudiants. Ça montre aussi l'intérêt qu'il y a, et je pense que les générations actuelles sont beaucoup plus sensibilisées aux enjeux de la santé au niveau global, et c'est une bonne chose parce qu'effectivement on est ici à Genève dans un creuset incroyable de la santé mondiale, dans la gouvernance multilatérale de cette santé, et on a besoin que nos étudiants en
en soit conscient et puisse bénéficier de ce terreau extrêmement fertile. Donc moi je suis plutôt un optimiste de nature et je pense qu'on va avoir un retour de balancier avec la fin des restrictions sur les voyages. Bien sûr, il y a les enjeux sécuritaires. Jusqu'à présent, on a toujours réussi à retrouver des régions qui sont redevenues sûres alors que d'autres deviennent très, très dangereuses. Et donc là, j'ai moins de soucis que vous, mais évidemment, si l'endroit que vous avez choisi est particulièrement exposé actuellement, ce ne sera pas la destination qu'on va proposer à nos étudiants. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Je n'en vois pas en ligne. Je pense que les choses ont été très claires, mais il me semble qu'il y a une main qui se lève. Oui, madame. Le micro arrive. Merci pour cette exposition très enrichissante. L'accès à la santé dans les pays en développement est le majeur enjeu. Pas seulement l'accès, disons, logistique aux hôpitaux, mais aussi l'accès au financement pour qu'il n'y ait pas de détresse au niveau de, comment on dit, l'universal health coverage, disons, l'accès. Donc, j'aimerais savoir, comme centre de la philanthropie et les investisseurs privés, quel pourrait être les rôles, quel est le rôle pour mettre ensemble des partenariats privés-publics pour prendre justement cette pérennité dans les projets et pas seulement effectivement lié à un projet mais qui soit soutenable, mais aussi, comme on dit, la multidisciplinarité, c'est-à-dire des formations, mais aussi des soutiens psychologie après et pratique. Merci. Merci. Professeur Peter, peut-être votre point de vue avant peut-être de passer la parole à d'autres intervenants. Merci. Oui, alors, vous savez, le Centre en philanthropie de l'Université de Genève est là pour essayer de concevoir ou de contribuer à concevoir ou à présenter des modèles. Des modèles plutôt que, si vous voulez, de mettre en œuvre des solutions. Donc, parfois on nous approche en me disant, est-ce que vous pourriez financer telle ou telle initiative? On aimerait le faire, mais c'est pas notre rôle, c'est pas le rôle de l'université. En revanche, on peut, en présentant ce genre d'initiative originale, les besoins, ce que ça apporte, en faisant aussi, en créant une plateforme qui permet à des compétences de se rencontrer, en montrant l'utilité de la pluridisciplinarité, on peut susciter, provoquer, permettre dans le fond l'émergence de solutions qui vont répondre à votre question. Et je pense, si vous permettez, qu'aujourd'hui on voit bien l'intérêt de l'utilisation des nouvelles technologies, la dimension humaine qui perdure, la nécessité du suivi dans la durée, le fait qu'avoir une obsession d'impact à court terme est probablement une erreur, la nécessité de suivre, le fait que certaines choses peuvent être confiées à des pays différents des nôtres et parfois ce n'est pas possible, la nécessité de compétences pluridisciplinaires, on l'a vu, la nécessité d'avoir des personnes qui s'engagent comme celles qui sont devant nous aujourd'hui. Voilà, on voit tout ça et ça c'est le modèle qui nous intéresse et qui va permettre de réaliser ce que vous, n'est-ce pas, d'offrir une réponse à la question que de nombreuses personnes se posent et que vous soulevez. C'est notre mission et notre espoir. Merci beaucoup. Peut-être juste, avant de vous passer la parole, Dr Rocha, des salutations du professeur Pierre-Marie Tebeu qui nous suit en direct. Donc, il se présente comme un ex-fellow du professeur Rocha sur le site de Tanguieta. Et il vous félicite pour tout le panel et ses félicitations à la Suisse voilà, depuis l'Afrique. Ça fait toujours plaisir de voir que ces technologies rassemblent un petit peu les humains. Mais peut-être quelques remarques sur le rôle des partenariats publics-privés et du rôle des partenaires philanthropiques. Alors, en ce qui me concerne, le rôle de la philanthropie a été majeur, puisque ça nous a permis de faire un film. Ensuite, il y a un mécène qui voulait nous soutenir. Eh bien, on a créé le cours en ligne de fistule obstétricale, qu'on lui a dédié d'ailleurs.
Donc le partenariat privé est extrêmement important, pas seulement sur le plan financier, bien que ce soit un impact majeur, mais surtout sur le plan moral. C'est-à-dire de penser que la société civile nous suit, comprend nos enjeux et s'engage à leur manière, parce qu'on ne peut pas leur demander de faire les opérations, c'est pas mais de nous soutenir. Je crois que c'est essentiel. Donc le partenariat public-privé, moi je le connais bien. J'ai été aidé par les collectivités, aidé par des privés. C'est plus facile souvent de travailler avec des privés qu'avec des collectivités pour des questions de reporting, mais disons, c'est un partenariat qu'il faut vraiment essayer de consolider. C'est une triangulation. Il doit y avoir l'académique, il doit y avoir le privé et l'institution. Merci. L'heure tourne, mais toutefois, j'ai encore peut-être une dernière question, est-ce que j'ose, qui nous vient du professeur Pierre-Marie Tebeu. Et qui nous pose une question qu'on a déjà abordée un petit peu, mais ne faut-il pas repenser les stratégies de pérennité? Beaucoup de gens sont formés, mais peu restent actifs. Vous comprenez ma préoccupation. Cher Pierre-Marie, je suis content que tu sois en ligne. Je sais que tu es une personne extrêmement importante pour nous et tu es vraiment la grande pierre angulaire pour notre projet en Afrique de l'Ouest. La pérennité, tu es bien placé pour le savoir, en étant professeur ordinaire, que la pérennité, c'est une mise à disposition de ressources. Et j'ai mentionné que tes ateliers fistules étaient financés depuis chez nous. C'est dommage. Mais je crois que si ça fait 20 ans que tu travailles sur la fistule et que ça n'a pas changé, c'est qu'il faut s'attendre à ce que malheureusement ça continue comme ça. Et c'est là qu'on doit vous soutenir. C'est vous aider à comprendre cette réalité des pays pauvres, des pays émergents, surtout en Afrique, où il est des fois difficile de mobiliser des ressources là où on aimerait les avoir. Voilà, je terminerai avec encore un message de remerciement qui nous dit merci aussi au Dr Rocha. J'ai fait juste 2 missions à Tangueta, mais je vois avec quel bonheur ces projets évoluent. Et c'est Béatrice Cusin de la GF-MER qui vous donne ce message. Et je vous propose qu'avec ces remerciements, cette reconnaissance et puis cet échange qu'on a pu avoir aussi avec l'Afrique, je me permets de clore cette séance en vous remerciant toutes et tous de vos interventions et je passerai la parole à Laetitia Aguil. Merci, ministre recteur. Donc, je vais revenir sur des choses plus prosaïques qui sont les actualités du centre. Comme on le dit, on n'est pas là pour faire de la recherche de fond, c'est plus sur le pourquoi que le comment. Et puis vous donner ce qui concerne les actualités. Donc nous sommes le dernier événement de l'année pour le centre en philanthropie. Les enseignements, donc nous avons des cours semestriels, les cours d'automne se terminent. The Many Faces of Philanthropy A et B et l'éthique de la philanthropie auront lieu l'année prochaine. Vous les voyez, ils sont en faculté, l'un en faculté d'économie management, l'autre en faculté de lettres. Pour ceux et celles qui le souhaitent, puisque ce sont des cours ouverts à tous et toutes, il y aura la philanthropie culturelle et le droit au semestre de printemps qui commence en février, cours qui est donné et qui a été conçu par la docteur Bandelet. S'agissant des formations continues, donc il y a ce diplôme en études avancées, le DAS en philanthropie stratégique et opérationnelle, qui a lieu actuellement. Les inscriptions pour 2022-2023 vont commencer. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire au CAS 2 de philanthropie opérationnelle. La deuxième formation, concernant les fondations, il s'agit de la masterclass des fondations 2022 en partenariat avec Swiss Philanthropy Foundations et le CEPS de Bâle. Cette année, l'édition aura lieu fin août et là encore, les inscriptions sont ouvertes. En ligne, tout est sur notre site internet.
S'agissant des prochains événements, donc, nous commencerons l'année avec un partenariat avec la Maison internationale des associations sur le thème des activités économiques et de la fiscalité, avec Vincent Pfamater et Guy Dreledique-Hubert. Et puis, pour ce premier semestre, nous aurons deux philanthropies lunch dont les dates ne sont pas encore déterminées, mais vous pouvez aller voir sur le site où vous recevrez les informations. L'une concernant la recherche de fonds, les partenariats, justement, pour faire suite à notre discussion d'aujourd'hui, et l'autre sur le terme du droit de l'art et des biens culturels à l'occasion de l'édition d'un nouvel ouvrage. Enfin, le temps fort du Centre en philanthropie pour 2022, il s'agit de la conférence internationale sur le thème de l'entrepreneuriat social, grande conférence académique internationale sur 2 jours en collaboration avec le WEF et la Fondation Schwab. Pour finir, je vous invite toutes et tous en ligne ou en présentiel à remplir ce questionnaire d'évaluation. Pour les personnes présentes, vous le recevrez à l'issue de cet événement. Pour les personnes en ligne, il s'affiche sur votre lien Zoom. N'hésitez pas, c'est toujours pour nous très enrichissant d'avoir vos retours. Enfin, vous dire, la situation oblige, on était ravis de vous avoir en présentiel, mais vous n'aurez pas, comme d'habitude, le buffet. Nous sommes adaptés également avec des lunchbox que vous êtes invités à prendre, à manger, mais à l'extérieur des bâtiments. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je suis désolée, c'est un peu brutal pour un philanthropie lunch de fin d'année, mais c'est comme ça. Pour remercier le panel infiniment pour votre engagement depuis de longues années et puis aujourd'hui, voilà. Merci au vice-recteur également de son engagement. Merci.